Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons gardé avec nous Tzvia Walden, la fille de Shimon Peres, qui vient présenter le dernier livre de son père, Aucun rêve n'est impossible. Courage, imagination et la construction de l'Israël moderne aux éditions Baker Street. Bonjour Tzvia Walden. Bonjour. Merci d'être avec nous. À mes côtés, toujours Annette Lévy-Villard. Annette, rebonjour. Bonjour. Alors on a gardé Tzvia avec nous parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire ce matin, puisque pendant ce matin, une émission spéciale où vous nous avez parlé de votre père, de ses ambitions et de ses rêves pendant une vingtaine de minutes. Il y a des petits sujets comme ça qu'on n'a pas abordés. D'abord celui de votre prénom. Votre prénom qui est le prénom de votre grand-père, un grand-père qui a beaucoup compté pour Shimon Peres. Mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, est parti en Palestine alors que mon père avait 9 ans et il est parti pour préparer les terrains pour que la famille puisse le suivre après. C'était des moments difficiles en Palestine, donc il a fallu quand même 2 ans. Pendant ces 2 ans, mon père grandissait et sans père, donc d'une part, mais d'autre part, c'est son grand-père. Et son grand-père s'appelait Tzvi Hirsch. C'était un talmudiste, c'était un homme extraordinaire. On voit un visage avec sur l'image, avec une barbe blanche, et voilà. Et donc, et d'ailleurs, il a fait partie du comité qui a monté une école hébraïque dans leur shtetl. C'était un tout petit shtetl où mon père est. Il y avait peut-être 3 rues, mais il y avait 3 synagogues, 2 bibliothèques et une école hébraïque. Une bibliothèque en yiddish, une bibliothèque en hébreu et l'école hébraïque Talmud. Et alors, au moment où finalement la famille part pour aller rejoindre le père en Palestine, il y a les grands-pères de mon père qui le regardent et il lui dit un dernier message. Enfin, à l'époque, il savait ni l'un ni l'autre qu'il se reverrait jamais. Peut-être que mon arrière-grand-père avait un pressentiment, oui, et qu'il s'inquiétait. Enfin, il lui dit, Shimon, promets-moi une chose, reste juif. Tu vas rester juif. Et mon père me regarde avec les yeux en larmes comme ça, et il dit oui, Zeide, c'est-à-dire grand-père, oui, je ferai tout ce que j'ai dit. Et en fait, quand on regarde sa vie, toujours s'est déroulé sur 2 axes. Il y a l'axe de la vie juive, la pérennité, l'appartenance, l'identité, les valeurs d'ailleurs, d'une part, et l'autre axe, c'est l'axe de la survie d'Israël, de la construction de l'Israël moderne. En fait, sa vie se déroulait en parallèle sur ces deux axes. Et il nous rappelait toujours ça. Alors, au moment où je suis née, dans un kibbutz, déjà en Israël, n'est-ce pas? L'État d'Israël n'était pas encore né, mais s'approchait déjà. Il choisit de me donner le nom de son grand-père, Tzvi, donc je suis devenue Tzvia. Alors, justement, il y a toujours ce souci sécurité pour éviter la destruction d'Israël et essayer de faire la paix. Il y avait toujours ces 2 axes chez votre père. Il a été le responsable de la construction de l'arme atomique en Israël et en même temps c'est celui qui s'est le plus battu pour faire la paix. Donc il avait toujours les 2 choses en tête. Les gens lui ont demandé la question, comment se fait-il que vous ayez commencé votre chemin comme faucon et puis voilà, vous le continuez comme une colombe. Qu'est-ce qui a changé en vous? Mon père leur disait, moi je n'ai pas changé, c'est les circonstances qui ont changé. Au moment où Israël luttait pour sa survie, ce qu'il fallait c'est l'armée. Donc je me suis livré au travail d'armer Israël. Au moment où Israël avait le risque d'être attaqué par ses voisins arabes, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les empêcher. Et une fois que ça a été reconnu, que ça a été fait, qu'Israël commençait à être un vrai État, d'ailleurs, au moment où il y avait la crise financière, ça aussi, c'est une histoire qui est très peu connue. Israël avait 400% d'inflation au moment où il a été nommé Premier ministre, lui qui s'y connaissait absolument pas dans l'économie, c'était pas du tout son champ préféré, il s'est mis à apprendre l'économie et il a résolu cette crise et à la fin de l'année, en une année, Israël est sorti de cette crise. Si vous comparez par exemple à des États en Amérique du Sud qui vont dans une chute et qui s'arrêtent jamais, alors ça c'est une leçon qui a été apprise et toujours
Et ça prend toujours dans les universités du monde entier. Mais voilà, il a dit, la situation a changé, donc le faucon continue à agir, cette fois-ci en colombe. Alors, on a la sensation qu'on connaît beaucoup de choses sur Shimon Peres, qu'on a beaucoup lu, lui-même a déjà beaucoup écrit. Et c'est vrai qu'en prenant votre livre, au départ, on peut se dire, waouh, mais qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Et ce livre est plein d'anecdotes. Il est plein de petites histoires, des histoires connues et des histoires beaucoup moins connues. Et par exemple, Shimon Peres donne une leçon sur le leadership qui est absolument extraordinaire. Il apprend à devenir chef en gardant ses chèvres. Voilà. Il travaille au kibbutz et son travail, c'est de descendre avec les chèvres pour que... Ah ben, les chèvres, vous savez, c'est d'une part c'est troupant, mais d'autre part ça a quand même des volontés individuelles. Alors comment il faut faire pour les garder ensemble? Comment il faut faire pour ne pas les perdre? Et en fait, mais en même temps, quand on garde les moutons, bah, on a beaucoup de moments de réflexion. Mais là, on parle de la paix. Donc, le faucon, à la fin de sa vie, était vraiment devenu une colombe. Il était un militant infatigable de la paix. D'ailleurs, à sa mort, on avait tous les grandes personnalités de ce monde qui sont venues lui rendre hommage, y compris Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne, qui assistait à ses funérailles. Et en prenant un risque important, hein. En prenant un risque énorme. Parce que sa vie était menacée, mais il a quand même décidé de venir. J'y parlais au matin, avant le funérail, il m'a dit oui, je viens. Sachez que c'est pas facile, mais je viens. Bravo. Et donc, le message est toujours un message d'espoir. Alors que la situation n'est pas très bonne, on termine ce livre avec l'optimisme. On entend l'optimisme dans nos oreilles de Shimon Peres. Il a dicté ce livre, donc vraiment on l'entend dire. Il y aura la paix, l'humanité ne va pas reculer, la science va avancer, la notion de territoire va disparaître. Il est d'un optimisme fabuleux. Oui, mon père adorait les maximes. Il adorait dire des phrases courtes comme ça qui incarnent quand même toute une vérité selon lui. Alors, quand il rencontrait des gens qui étaient pessimistes et qui lui disaient, mais regardez tout autour, mais ça va pas, mais ça... Non, ça sert à rien d'être pessimiste. Parce que les optimistes et les pessimistes, ils meurent exactement de la même façon. Or, ils vivent autrement. Donc, être optimiste, c'est un choix. C'est un choix qu'on se fait. Et ce livre montre pourquoi ce choix s'est avéré pour lui, dans beaucoup de cas, comme une source, d'une part, une source d'énergie et qui lui a permis de travailler dur, mais en fait, qui a mené à une bonne fin quand même. Voilà, moi-même, qui connaissais bien la vie de mon père et qui tient ses archives et j'ai découvert pas mal de choses. Parfois, il y avait des histoires que je lisais alors que je les connaissais bien, mais je me disais, tiens, c'est un scénario. On dirait un film. Alors justement, une indiscrétion m'a dit que, parce que cette vie est un scénario, parce que cette vie est un film, ça pourrait presque être mis, je sais pas, en pièces, en film, parce que il y a vraiment beaucoup à dire et à voir, non? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors, en pièces, c'est déjà en route. Il y a une collaboration artistique passionnante. C'est Steve Suissa avec Francis Huster et avec des matériels et de l'archive. Et on va monter une soirée extraordinaire. Alors autant vous dire qu'RCJ est partie prenante, hein. Ça je vous le dis tout de suite, RCJ est partie prenante. Une dernière question, Annette. Oui, c'est une question que je vous ai déjà posée. Qui sont aujourd'hui les Pérez, les rabbins d'Israël en qui on peut mettre un peu d'espoir? Alors, quand nous avons monté les Centres Pérez pour la paix il y a 20 ans, ça s'appelait Centre Pérez pour la paix. Mais au moment où mon père a quitté la présidence et qu'il est revenu travailler au Centre Pérez pour la paix, il s'est dit qu'il faut chercher d'autres moyens pour arriver à la paix. On ne peut pas tout laisser aux politiques. Il faut qu'on trouve des chemins pour contourner la politique. Et alors, il croyait qu'un chemin qui contourne la politique et qui peut amener la paix, c'est le chemin de l'innovation.
Donc déjà au cours de la présidence et bien après la présidence, il voyait des jeunes, ils formaient des groupes, des cadres, des jeunes auxquels il parlait, il diffusait. Il n'arrêtait pas de leur dire son rêve et il le partageait. Et en fait, au niveau de l'innovation, Israël est un pays qui n'a vraiment pas de semblable. Donc, nous avons, il y a un an, nous avons changé le nom du centre, on a ajouté l'innovation. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Centre Pérez pour la paix et l'innovation. Nous regroupons autour de nous beaucoup de jeunes et parmi eux, à mon avis, on verra les futurs leaders d'Israël. Je cite un extrait de ce livre. Nous avons déjà vu le pouvoir de la technologie mobile briser même la pire des dictatures. Les gouvernements peuvent tenter de restreindre la liberté d'expression, mais ils échoueront de plus en plus inévitablement. Dans le Moyen-Orient, il existe déjà plus de 130 millions de garçons et filles en possession d'un smartphone. Même s'ils ne sont pas en mesure de se libérer de leur gouvernement, via ce nouvel accès à de nouveaux savoirs, ils peuvent se libérer de leurs vieilles idéologies. Nous pourrons découvrir bientôt que la paix sera rendue possible, non pas par la négociation, mais par l'innovation. Exactement. Merci infiniment, Zia Walden, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci Shimon à vous Peres, aucun rêve n'est impossible. Courage, imagination et la construction de l'Israël moderne. Aux éditions Baker Street, un superbe cadeau à faire pour les fêtes de Hanouka et ou de Noël selon. N'hésitez pas, vous allez voir, ça se lit. Annette le disait, ça se lit comme un roman parce que c'est le roman d'un monsieur qui avait plein de rêves. C'était des rêves totalement fous et impossibles à réaliser. Seulement voilà. Lui, il les a réalisés.